Et comment vous soignez les cauchemars? Donc le vrai cauchemar, c'est-à-dire le rêve absolument angoissant que vous faites et qui va vous poursuivre toute la journée, là, comme si ça s'était passé, et qui fait qu'à la longue, vous allez, parce que c'est souvent les mêmes qu'on fait, vous allez développer un état d'anxiété et puis d'anxiodépression par rapport à ça. La bonne façon de prendre en charge quelqu'un qui fait des cauchemars, c'est une... Bienvenue dans Let's Go, le podcast de la maison médicale sur l'Est. C'est quand même une plainte qu'on a tout le temps en consulte, on n'a pas tellement d'informations. Hein. Ah non, c'est dramatique. Moi, la seule chose que j'ai, c'est qu'il y a un bouquin là, qui s'appelle Dr G. Et c'est parce qu'il y a un gros chapitre dedans que j'ai lu, mais sinon... C'est dramatique. Hein, oui, sinon il y aurait... 30% de notre vie. Oui, c'est ça. C'est justement, c'est comme ça que j'allais commencer le podcast. Le 30% de notre vie, on la passe à dormir. Il y a des choses absolument indispensables qui se passent pendant notre sommeil. Il y a un tonne de maladies qui sont en rapport avec ça, qui donnent d'autres maladies, et c'est pas enseigné. Ah oui. Là, on est en retard solidement. Hein. C'est dans ton cursus de médecin. Oui, on n'a pas de formation du tout en fait au sommeil. Ça n'intéresse personne du coup. Donc pour trouver un assistant qui s'intéresse au sommeil et qui décide de faire le cursus et devenir somnologue, Il n'y en a pas Il y en a beaucoup? pas beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ah, c'est marrant parce que par contre, moi, quand j'étais en pédiatrie, il y en avait beaucoup qui voulaient faire En pédiatrie, des pédiatres alors peut-être. des pédiatres qui, du coup, faisaient. Enfin, en fait, ils passaient par les soins et ils faisaient des polysomnographies. Enfin, mais c'était dans un autre. C'était plus pour dépister la morsure. La morsure du nourrisson. C'est vrai que c'était pas le même contexte. C'est pas le même contexte, donc ça c'est... Oui. Mais ça, il y en avait quand même pas mal qui faisaient en tout cas, la formation de polysomnographie. Ils n'étaient pas somnologues. C'est ça, voilà. C'est encore deux choses différentes. Hein. Donc ça, et en Belgique, c'est pas très régulé. Hein. Enfin, c'est pire que ça. Vous êtes obligé de prouver que vous avez une formation en sommeil pour pouvoir poser le diagnostic d'apnée du sommeil. Que ça, hein, le reste n'existe pas. Mais il n'y a pas de titre de somnologue reconnu. Ah non, mais c'est qu'il y a Et plein si de... vous êtes pneumologue, vous devez avoir un minimum d'heures de pneumologie, sinon vous êtes pénalisé parce que vous faites trop de sommeil. Mais on vous demande d'être à autant de temps par patient pour s'occuper du laboratoire de sommeil. Enfin, C'est un peu compliqué. c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Je propose qu'on commence. Vas-y, tu fais Allez, l'intro. tu veux que je fasse l'intro? Vas-y. Bonjour et bienvenue au premier épisode de la deuxième saison de Let's Go for Health. Aujourd'hui, on a invité docteur, ça se dit bien Fronier. Hein, Tout à fait. parce que comme je suis espagnol, j'ai toujours du mal avec les noms de famille. Vous êtes pneumologue à Saint-Luc-Bouge et vous êtes le chef de ce service-là et vous êtes somnologue. Tout à fait. Et en fait, on vous a invité, comme on disait, je pense que je vais mettre le petit extrait de la conversation qu'on avait là tantôt parce que je trouvais que c'était intéressant, que le 30% de notre vie, on la passe à dormir. Et en fait, on a préparé pas mal de questions, on a pris un peu toutes les questions que vous nous posez en consultation et on va essayer de les résoudre ensemble pendant plus ou moins une demi-heure, quoi. Avec plaisir. Ça va? Voilà, je vais commencer par la première question. Qu'est-ce qu'un manque de sommeil chronique engendre sur la santé au quotidien? Donc en fait, il y a le manque de sommeil. Fonction vitale, on vient d'en parler. Hein. 30%, ça n'est pas du temps perdu, c'est 30% qu'on va passer au lit. Mais pendant notre sommeil, il se passe des fonctions physiologiques qui sont indispensables à la vie. Chez l'enfant, par exemple, le développement et la production d'hormones de croissance se fait pendant le sommeil. Et donc un enfant qui ne va pas assez dormir, un enfant qui a des problèmes de sommeil et un enfant qui va avoir des problèmes de croissance. À titre d'exemple, chez l'adulte, par exemple, quand vous avez une dette de sommeil, vous allez avoir, pour faire très simple finalement, un cerveau qui n'est pas reposé suffisamment quand vous vous levez le matin, hein, et donc vous allez commencer votre journée en dette de sommeil, donc vous n'allez pas fonctionner correctement. Vous allez développer de la fatigue, si vous êtes fatigué, vous allez développer des troubles de l'attention, vous allez développer un stress, le seuil de la douleur qui diminue, bref, tous les petits maux du quotidien qui vont s'accentuer. Vous allez avoir des problèmes de mémorisation, des trous de mémoire, vous pouvez devenir irritable, vous pouvez devenir mélancolique, tout ça parce qu'on manque de sommeil. Alors si on a en plus un sommeil qui n'est pas de bonne qualité et qu'on a une pathologie de sommeil, ça prend encore des proportions différentes et on va en parler tout à l'heure. Si vous avez un trouble respiratoire comme un syndrome d'apnée du sommeil sévère, vous allez développer des maladies cardiovasculaires 10 fois plus que le reste de la population sans autre facteur de risque. C'est la même chose pour les gens qui sont insomniaques avec une courte durée de sommeil par exemple. Intéressant. Ouais, moi j'ai une question. En fait, je pars la semaine prochaine en vacances avec mon frère. Et moi j'ai toujours été un lève-tard. Donc j'ai été capable de me réveiller toujours à midi si je n'avais pas mon réveil. Lui, il a toujours été un lève-tôt. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste parce que j'ai toujours une vie plus de fêtard et que lui, il a toujours été plus carré, plus étudieux? Pas du tout. En fait, il faut se bien rendre compte qu'on est
tous différents, c'est une bonne chose. Et donc, génétiquement, on n'a pas le même bagage non plus. Et on sait de plus en plus, on fait énormément de recherches dans ce secteur-là, qu'il y a une composante génétique qui fait, on ne peut pas parler des gènes qui sont responsables de ça, qu'il y a des gens qui sont plutôt du matin, et c'est connu depuis très très longtemps dans la population générale, ou du soir. Et on a des gens qui vont fonctionner très bien en se levant à 5 heures du matin, sans réveil, qui vont être très efficients pour travailler, pour écrire, pour rédiger. Et d'autres qui fonctionnent plutôt le soir. Et vous avez des étudiants qui font leur mémoire ou qui étudient très très bien en soirée, et ça pose aucun problème particulier. Et c'est ce qu'on appelle le chronotype. Et donc, il faut connaître son chronotype et il faut savoir le respecter aussi. Socialement, si vous êtes plutôt du soir, vous allez vous lever un peu plus tard dans la matinée. Et si vous vous levez à 9 heures, midi c'est un peu extrême, si vous voulez, c'est les vacances, si vous vous levez à 9 heures, mais que malheureusement il faut se lever à 6 heures pour lever les enfants, préparer le déjeuner, et puis déjeuner, conduire les enfants à l'école et puis travailler, vous allez vous mettre en dette de sommeil. Et donc vous allez finalement consulter en disant ça ne va pas. Donc je ne respecte pas. C'est normal, c'est pas normal d'être du soir ou du matin. On ne fait rien à ça. On lutte souvent contre son chronotype à cause des contraintes sociales. Et le sommeil, c'est un compromis entre ce qui est bien, ce qu'il faudrait faire et ce qu'on peut faire. Il faut essayer de respecter ces trois axes-là, en fait. Je suppose qu'il y a des limites à ça. Par exemple, les étudiants qui finissent par faire des blocus toute la nuit et qui ne dorment pas la journée, ça, c'est pas terrible non plus. Ils développent un trouble à ce moment-là, qui est un décalage de phase. Et ça, c'est différent. Donc ça, c'est une maladie. Et donc, vous pouvez avancer la phase et donc aller vous coucher à 18 heures. C'est pas normal quand on a 30 ans ou même 50 ans d'aller se coucher à 18 heures et passer du temps au lit, ou vous pouvez reculer la phase et aller vous coucher à 4 heures du matin. C'est typiquement le problème des adolescents qui vont jouer toute la nuit en ligne, qui vont aller se coucher à 4 heures et pour lequel les parents vont les sortir du lit à 7 heures pour commencer la journée. Et donc là, on rentre dans la maladie. En fait, on rentre dans des problèmes d'avance ou de décalage de phase. Et ça finit par poser des problèmes en termes de santé, ça finit par poser des problèmes en termes d'insertion sociale, de décrochage scolaire chez l'enfant et chez l'adolescent, même chez l'adulte parfois aussi. Et ça doit être soigné, ça doit être pris en charge alors à ce moment-là. Et il faut ramener les gens dans leur phase en calculant évidemment par des échelles, par des questionnaires tout à fait spécifiques, est-ce qu'on est du soir ou du matin. Et si quelqu'un couche tard, mais que justement à cause de son boulot, il doit se lever à 6 heures, il va d'office avoir une dette de sommeil. Il va lutter toute sa vie effectivement contre son chronotype. Et donc ça, on voit régulièrement. Et c'est là que ça devient un compromis. Oui. Vous conseillez quoi alors? Qu'il arrête son boulot ou... Pas forcément d'être à ce point extrême, mais il faut expliquer ça aux gens et bien le conscientiser pour qu'ils comprennent bien que ce n'est pas une maladie et essayer de trouver un compromis dans les heures de sommeil qui soit acceptable et qui leur permette de fonctionner convenablement. Alors on peut parfois les aider en travaillant les cycles. Là, on rentre dans la chronothérapie, c'est aussi un pan de la médecine du sommeil, vous voyez. Alors, évidemment, vous connaissez les deux grands pans de la chronothérapie, c'est la luminothérapie et l'utilisation de la mélatonine. Et donc, on peut un peu interférer, allez, pas bricoler, mais intervenir sur ce mécanisme en essayant un petit peu de trouver un compromis, en décalant un peu l'horloge physiologique, si vous voulez, de ces gens-là. Et donc là, on va utiliser alors... la mélatonine, ça c'est facile chez les enfants parce que l'exposition à la lumière, ça a aussi une intensité de lumière, une distance, une durée. Et mettre un enfant ou un adolescent une demi-heure le matin en faisant la luminothérapie alors que c'est difficile de sortir du lit, il ne va pas tellement adhérer. Vous voyez, donc là, on va avoir en fonction de l'individu, on va adapter la chronothérapie. Et par rapport aux personnes plus âgées, l'autre côté de la balance, est-ce qu'avec l'âge, on dort moins? Alors, on ne dort pas forcément moins. On va plutôt avoir un sommeil plus fractionné. Plus fractionné parce que régulièrement, arrivé à un certain âge, on a un peu d'arthrose, on a un peu mal au dos, on a un peu mal aux jambes. Et donc on ne trouve pas une position qui est forcément confortable dans le lit, c'est éveillant, et donc on va avoir des sommeils qui sont plus fragmentés. Après, en fonction des habitudes des gens, vous avez des gens qui restent très actifs, même chose, et qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil, et donc
spontané. J'ai vu un monsieur ce matin là, qui me dit moi, entre 5 et 6, je suis là le matin et je fonctionne comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça. Il a 78 ans. Et puis vous avez des gens qui, de par leur morbidité ou comorbidité, vont aller coucher plus tôt, ils vont se lever plus tard, passer plus de temps au lit, un sommeil de moins bonne qualité. Et ça, on doit intervenir là-dessus. Problème majeur, par exemple, c'est presque un problème de santé publique, c'est la façon dont les personnes en maison de repos sont prises en charge. On va leur donner le souper plus tôt pour un problème de personnel. On va éteindre les lumières très tôt pour faire des économies d'énergie. On ne va pas forcément les exposer bien à la lumière le matin alors que c'est super important pour démarrer la journée et pour avoir un bon sommeil la nuit suivante. Et finalement, ces gens arrivent parce qu'ils ont des troubles cognitifs qui sont aggravés, parce qu'ils posent des problèmes. On leur donne malheureusement trop souvent des somnifères et des sédatifs. Et on se retrouve là dans un cercle vicieux pour lequel il y a certainement quelque chose à faire en termes de prévention en santé publique. Et oui, c'est vraiment important. C'est qu'on ne parle jamais de prévention de sommeil. Hein. Pas assez. Pas assez. Et on vit dans une société qui est malheureusement axée sur la performance et pour lequel dormir, c'est perdre du temps. Alors qu'au contraire, ça peut nous rendre plus performants. Et une meilleure longévité et une meilleure santé. Certainement, en fait. Et le problème, il est là, en fait. Oui, parce que je me rends compte qu'on en parle beaucoup dans les réseaux, on en parle beaucoup à la télé, mais au final, entre les soignants, parfois on n'est même pas assez formé, en fait. Le problème de formation, effectivement, il est réel en Belgique et il y a vraiment un effort, mais ce n'est pas uniquement le fait de la Belgique, hein. On rencontre la même chose dans nos pays voisins et il n'y a pas encore assez de sensibilisation. Des efforts qui ont été faits ces dernières années, assurément. Le gouvernement met en place des mesures pour essayer de mieux sensibiliser les professionnels de santé à l'importance du sommeil, mais on a encore du travail à faire, que ce soit première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et tous les professionnels de santé, y compris les kinés, les infirmières, et psychologues. Donc là, il y a du travail. Oui, parce que c'est quand même une plainte qu'on a au moins 5 fois par semaine. C'est une épidémie. On estime qu'à l'heure actuelle, 30 à 40% de la population présente un problème de sommeil. Donc c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Et je pense à ça, les petits bébés, alors qu'on doit conduire à la crèche, qu'on te réveille, etc. C'est aussi... Est-ce que vous voyez de plus en plus des soucis? Comme je disais à votre collègue, on n'a pas de pôle mère-enfant à Bruges. Donc on a peu de petits-enfants, on en a, mais c'est plutôt à partir de 2, 3 ans, 4 ans, quand les parents sont effrayés parce qu'ils font des problèmes de terreur nocturne, qu'il y a une parasomnie banale de l'enfant. C'est surtout les parents qu'il faut rassurer et donner des conseils pour effectivement ne pas lutter contre ça. Ça va passer, le somnambulisme, des choses comme ça. Maintenant, pour répondre à votre question, chez le petit enfant, il a des cycles de sommeil qui sont totalement différents en fonction des âges. Et donc, le sommeil, comme on en parlait tout à l'heure, en fonction des cycles qui durent de 90 à 120 minutes en fonction des personnes, c'est vraiment à partir de l'adulte, donc 17-18 ans, et ça va vous suivre jusqu'à votre vie. Entre 0 et 18 ans, on passe par des stades de sommeil qui sont différents, où on a un sommeil qui est très fractionné, mais qui s'apparente à du sommeil profond, très répété, des cycles courts, sur des longues périodes de la journée chez l'enfant, puis ça va évoluer petit à petit. Le sommeil paradoxal ne va apparaître en tant que tel qu'après quelques années, donc il y a toute une modification qui se fait là. Et quels sont les problèmes que vous retrouvez le plus souvent en consultation? En termes de prévalence, donc de fréquence des maladies du sommeil, qu'on va trouver en population générale, consultation générale, que ce soit vous ou moi, le tout premier problème, et probablement celui qui est le plus négligé, c'est l'insomnie chronique. Ça fait à peu près 15 à 20% de la population dans toutes les études que vous pouvez rencontrer, vous pouvez lire, quel que soit l'endroit où l'étude a été réalisée. Ce n'est pas simplement le fait non plus de la civilisation dans laquelle on vit, mais c'est fréquent. C'est banalisé par contre dans nos sociétés actuelles en disant « tu dors mal, tu es stressé, c'est logique, tu travailles beaucoup, tu fais ton trou. Oui, il n'y a pas de problème, moi aussi je dors mal. » Mais ce n'est pas une fatalité. Le deuxième problème qu'on rencontre en population générale, c'est probablement le syndrome d'apnée du sommeil. C'est lié, d'une part, finalement, au vieillissement de la population, une meilleure sensibilisation des professionnels de santé au dépistage de l'apnée du sommeil. On sait que c'est une maladie fréquente. Les études actuelles parlent de 10 à 15% de la population qui fait des apnées en excès. C'est lié à l'épidémie d'obésité, puisque 30% des Belges sont en surpoids, voire en obésité, et ça joue directement, ça impacte directement chez les sujets qui sont prédisposés.
Et donc, ça fait beaucoup de travail, effectivement, sur une semaine ordinaire. Ah oui, je me doute. La troisième pathologie, probablement en termes de prévalence, c'est le syndrome de jambes sans repos, qui perturbe le sommeil de façon tout à fait importante. On estime que c'est à peu près 6% de la population, donc c'est pas quelque chose qui est rare non plus. C'est quand même beaucoup plus de ce que j'aurais cru. Oui. Ouais, c'est... Et puis, vous allez avoir tous les problèmes de parasomnie. Donc le somnambulisme, là on parlait de la terreur nocturne là, tout à l'heure, qui arrive encore chez les adultes, les cauchemars qui se soignent très bien, qui sont souvent aussi, ces gens sont souvent en errance thérapeutique pendant des années. Vous avez les troubles moteurs, donc on a parlé du syndrome de jambes sans repos, il y a les problèmes de spasme. Et comment vous soignez les cauchemars? Les cauchemars. Alors, cauchemar, donc le vrai cauchemar, c'est-à-dire le rêve absolument angoissant que vous faites et qui va vous poursuivre toute la journée, là, comme si ça s'était passé, et qui fait qu'à la longue, vous allez, parce que c'est souvent les mêmes qu'on fait, vous allez développer un état d'anxiété et puis d'anxio-dépression par rapport à ça. La bonne façon de prendre en charge quelqu'un qui fait des cauchemars, c'est une technique qu'on appelle la RIM. Donc, c'est la répétition d'images mentales. Et donc ça, dans l'unité de sommeil à bouche, on a 4 psychologues somnologues. Ils ne font que ça, ils ne font rien d'autre à côté, ils sont vraiment spécialisés en sommeil, et eux ont les techniques de mise en place de cette technique qui est très efficace et qui, en quelques consultations, permet... et pour faire très simple, Justement, je trouve ça intéressant. Désolé. Pour faire très simple, en fait, on va insuffler petit à petit une fin moins dramatique au cauchemar. Ah, c'est vrai? Oui, tout à fait. C'est marrant. On change l'histoire. Voilà. Et on change l'histoire, en fait. Et petit à petit, donc par toute une technique qui est tout à fait spécifique, et bien on va réussir à changer l'issue du cauchemar et on va en faire quelque chose. Alors évidemment, il y a toute une technique de désensibilisation qui va avec, vous voyez, donc c'est vraiment très spécifique comme technique et ça doit être fait par quelqu'un qui connaît bien ça. Et donc on désensibilise, on insuffle finalement une épiente au cauchemar et les gens sortent de cette situation. Il ne faut pas 2 ans pour les guérir, pas du tout. C'est en quelques consultations. On dirait qu'on parle du film Inception, là. Vous connaissez, oui. Ça fait penser à ça. Mais je propose pour chaque pathologie comme ça, que vous donniez quelques conseils pour soigner, guérir ou... Quelques conseils en général pour avoir une bonne santé de sommeil. On peut commencer par les insomnies chroniques, à répétition. Donc l'insomnie, c'est le fait d'avoir des problèmes à s'endormir ou de se réveiller très régulièrement pendant la nuit avec des problèmes pour se réendormir ou de se réveiller très tôt dans la nuit sans savoir se réendormir régulièrement, plus de 3 fois par semaine. Si c'est depuis plus de 3 mois, on parle d'insomnie chronique. Alors, vous pouvez être insomniaque, moi aussi. Si on a un souci particulier qu'on n'arrive pas à résoudre, un drame dans sa vie, oui, évidemment, on ne va pas bien dormir, mais la nature va reprendre le dessus en règle générale, et au bout de quelques semaines, on commence à retrouver le sommeil et on finit par dormir, même si on est encore malheureux et triste. À l'inverse, il y a 15% de la population à peu près qui est insomniaque chronique. On dit qu'il y a 5% qui ont un trait insomniaque, donc ils vont devenir insomniaques un jour dans leur vie. Et ces gens-là ont un profil particulier, 2 fois plus de femmes que d'hommes. C'est statistique. On se pose trop de questions. Les gens qui sont plutôt d'un tempérament contrôlant, perfectionniste, et qui développent finalement d'un symptôme, c'est-à-dire de ne pas dormir, vont développer une obsession. Je dois dormir. Et donc il y a un objectif finalement là qui est de dormir et qui va créer une hyperactivation qui est incompatible avec la possibilité de dormir. Alors il y a de la génétique là-dedans, même si on n'a pas encore réussi à bien décoder les différents gènes qui y interviennent. Il y a de l'épigénétique, donc il y a des expositions, et on sait que les gens qui ont été exposés à des traumatismes trop tôt dans leur vie ou très réguliers vont plutôt avoir tendance à développer des insomnies. Et une fois qu'on a développé l'insomnie chronique, ça se prend en charge. Ça se soigne même très bien, avec des taux de contrôle de la maladie, puisqu'on a tendance à le rester toute sa vie, qui sont de 85%. Le traitement recommandé, préconisé, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, on appelle la TCCI en réduit, et qui finalement va travailler, on parlait de l'horloge biologique qu'on a à la tête, donc sur le temps passé au lit, les heures de coucher, les heures de lever, qui va
désamorcer, contrôler le stimulus, c'est-à-dire je dois dormir absolument, et on va corriger tout ce qui est erreur en termes de sommeil. Et donc si vous prenez les 3 axes, parce qu'il faut prendre les 3, il y a des études qui montrent que si on prend le temps passé au lit, contrôle du stimulus, hygiène de sommeil, on aura 30% de résultats. Mais si on prend les 3, ben, on guérit les gens dans 85% des cas. Et comme c'est une thérapie qui est essentiellement enseignée et faire de vous un mini spécialiste de votre sommeil, et ben vous gardez ça et vous le remettez en place quand ça commence un petit peu de nouveau à dérailler. Et donc c'est plus efficace que n'importe quel autre traitement, les somnifères, la luminothérapie, la mélatonine, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est des traitements courts puisqu'il faut compter à peu près 7 consultations pour remettre quelqu'un sur les rails, en individuel ou en groupe. Parce qu'on fait des groupes aussi et ça marche très bien en fait. Voire, mais ça c'est encore via une application, pour peu qu'elle ait été validée scientifiquement, que ce soit quelque chose de cohérent, parce que il y a de tout sur Internet. Il y a de tout sur Internet et ça pose un problème réel en fait. Oui, on le ressent en consultation. Alors, l'insomniaque chronique, il faut le prendre en charge, mais il faut aussi lui apprendre mal dormir, c'est une souffrance. Et donc vous allez être tenté vous-même à trouver des stratégies qui vous permettent de mieux dormir. Des stratégies qui ne sont pas forcément adaptées avec la qualité du sommeil. C'est-à-dire traîner au lit, c'est-à-dire aller coucher plus tôt, c'est-à-dire faire des siestes, boire un petit verre d'alcool avant d'aller coucher pour se relaxer, à faire du sport, prendre des douches chaudes, toutes choses qui sont totalement néfastes en termes de qualité de sommeil, et on va faire qu'aggraver le trouble. On fait des choses aussi sans se rendre compte que c'est néfaste, comme l'utilisation des écrans. Ces écrans, c'est du LED, ça envoie la lumière qui est riche en lumière bleue, 100 nanomètres à peu près là en longueur d'onde, et c'est la meilleure lumière pour abolir la sécrétion de mélatonine par exemple. Vous donnez ça à un enfant qui l'utilise, même à un adulte qui va l'utiliser plusieurs jours de suite, la sécrétion de mélatonine est à 0 quelques jours plus tard, ça va très vite en fait. Et alors on induit effectivement difficultés d'endormissement, insomnie et problèmes qui relèvent de l'hygiène de sommeil à ce moment-là. Et vous conseillez... donc les 3 axes, c'était l'hygiène de sommeil, donc tout ce qu'il faut faire pour que... Pour le stimulus, et le temps... Et le rythme circadien, le temps de sommeil, c'est ça. Voilà. Et le contrôle des stimulus, c'est justement... Désactiver les gens finalement avec cette anxiété que ça vous donne de mal dormir. Si vous allez coucher en disant demain j'ai une super journée, il faut que je sois super en forme, je vais faire 4 interviews, j'ai plein de gens à voir, vous mettez une pression qui ne va pas forcément être propice à dormir, vous voyez. Et le stimulus finalement de dire le lit et je dois rentrer dedans, je dois dormir, vous mettez une pression pour obtenir un résultat qui fait que ce n'est pas du tout propice à dormir convenablement. Et donc, on va vraiment travailler sur ces 3 axes-là. Le temps passé au lit, qui est fait sur base individuelle, ce n'est pas une recette pour laquelle on dit tu dois aller coucher à 22h et te lever à 7h, ça ne se passe pas comme ça. Il faut calculer le temps de sommeil que les gens ont habituellement besoin, il faut calculer le chronotype des gens, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de maladie psychiatrique. Si vous serrez trop quelqu'un qui a un trouble bipolaire, il va faire une décompensation. Vous voyez, parce que l'horloge biologique est plus rigide que quelqu'un qui n'a pas de problème psychiatrique. Et donc, en fonction sur base individuelle, il faut définir un temps de sommeil, le faire accepter à la personne, veiller à ce que l'heure du lever soit toujours, c'est la plus importante de la journée, c'est l'heure du lever. Ça, il ne faut pas rater. Donc vraiment, ça ne sert à rien d'aller coucher à minuit si on donne par exemple une fenêtre de sommeil de 6 heures. En deçà, il ne faut pas aller, ou alors c'est vraiment qu'on a l'habitude et qu'on est sûr de ce qu'on fait. Et si on dit minuit 6 heures, si les gens font l'effort de dire je vais jusqu'à minuit, donc j'ai bien le droit d'aller jusqu'à 8 heures, ça ne marchera pas. Vous voyez, donc il faut vraiment, on travaille ça avec un agenda de sommeil, c'est un outil qui ne coûte rien et que vous trouvez sur Internet, il faut savoir l'utiliser. Et il faut surtout donner les bonnes consignes aux gens pour ne pas aggraver leur trouble du sommeil, parce que ça on voit aussi, et vous avez des gens finalement qui n'ont pas eu la bonne information pour remplir un agenda de sommeil, et qui finalement la nuit remplissent leur agenda de sommeil au fur et à mesure, et ça ne fait qu'aggraver les problèmes en fait. Un agenda de sommeil, ça se rédige le matin, et de faire comprendre aux gens que c'est leur perception qui est importante, et pas si c'était 4h52 ou 5h03, c'est parfois difficile à vendre. Donc il ne faut vraiment pas faire ça sur un coin de table en fin de consultation en disant hop, voilà, faites-moi ça, je vous revois dans un mois, parce que ça doit vraiment être compris par les gens, sinon on peut aggraver les choses. Et les applications des gens sur les montres électriques, alors ça peut aggraver le sommeil ou est-ce qu'on peut vraiment tenir compte Alors ça, il y a
ça se voit maintenant de plus en plus, quasi régulièrement en consultation, vous avez les gens qui sont hyper connectés. Et donc, ils viennent déjà avec leur diagnostic, ils viennent déjà avec le temps de sommeil profond, le temps de sommeil paradoxal, la fragmentation du sommeil. Et dans la plupart des cas, c'est tout à fait fantaisiste, en fait. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a de multiples applications. Il y en a qui valent la peine de réfléchir ou d'étudier, mais le problème derrière toutes ces applications, c'est qu'on ne vous fournit jamais l'algorithme qu'il y a derrière. Et donc, ça fait un peu n'importe quoi et un peu tout. Et vous développez des pathologies de gens qui s'hyper-contrôlent et qui sont persuadés finalement, voilà, ils sont malades avec un diagnostic et une idée bien conçue. Et ça ne fait qu'aggraver les choses, justement, pour les désensibiliser à ça. Vous conseillerez à une personne qui n'a pas de problème de sommeil de contrôler son sommeil avec l'application? Non. C'est mieux de même pas regarder. Non, pas plus que d'acheter un saturomètre pour quelqu'un qui a des problèmes respiratoires, qui va s'autocontrôler. Pas plus que mettre un réveil au plafond qui donne l'heure pour être sûr qu'il n'est pas... je ne suis pas réveillé tous les heures. Ce sont tous des comportements, finalement, qui vont créer des réflexes qui ne sont pas forcément propices avec le sommeil. Donc vous dormez bien, vous ne posez pas de questions et on dort, en fait. C'est ça qui est important. Et par rapport aux apnées du sommeil, pour continuer dans la longueur où on était, quels sont les bons conseils pour éviter l'apnée du sommeil? Alors, l'apnée du sommeil, il y a deux types d'apnée. Ça, il faut savoir. Il y a l'apnée qu'on appelle centrale. Donc, la commande du poumon se trouve dans la tête. Ça, c'est unique dans les organes nobles. Et certaines personnes font une pause respiratoire parce que le pacemaker ne fonctionne pas. On connaît la mort subite du nourrisson chez l'enfant, mais chez l'adulte, ça existe aussi. Ce sont essentiellement des gens qui ont des pathologies comme l'insuffisance cardiaque ou des malformations neurologiques comme une malformation au niveau de la filière d'Arnold-Chiari. Des gens qui prennent des opioïdes en excès pour des causes tout à fait nobles, comme des douleurs ou des choses comme ça. Et c'est plutôt rare chez l'adulte, en fait. Donc quand on parle d'apnée chez l'adulte, on parle d'apnée obstructive. Alors l'apnée obstructive, elle est liée au fait que la partie la plus fragile de l'arbre respiratoire se situe derrière la langue, en tant qu'on appelle l'hypopharynx, et où toute cette région, à peu de choses près, est limitée par des muscles. Ces muscles qui se relâchent quand on dort, c'est physiologique, et qui rétrécissent la filière. Alors vous faites des apnées, je fais des apnées, parce que c'est un processus physiologique, on n'en meurt pas, mais c'est le fait d'en faire de trop qui devient une maladie. Et on considère que le trop, c'est pas plus que 5 par heure. Ok. Alors du coup, il y a une partie importante de la population, on estime, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est 10 à 15% de la population qui pourrait faire des apnées en quantité excessive, pas tous à soigner évidemment, ça représente beaucoup de monde. Et ces gens en fait ont une caractéristique, c'est que la filière est un peu trop étroite, ils ont été fabriqués comme ça. Et quand vous menez l'enquête pour voir si le papa, les frères, les sœurs ne sont pas des ronfleurs ou des apnéiques, il n'est pas rare de trouver que de génération en génération. Ce matin, j'ai vu un gars de 43 ans, vigneron, en pleine forme, à 83 kg pour 1m90 ou quelque chose comme ça. Pas de maladie, sauf une hypertension artérielle que son médecin traitant n'arrive pas à corriger. Il est passé à un antihypertenseur, il en a pris 2, fait un bilan endocrinologique, tout un bilan cardiologique, on ne trouve pas d'explication. Et le monsieur a dit qu'il ronflait. Le médecin traitant a fait une polysomnographie qui montre un syndrome d'apnée à 20 apnées par heure de sommeil. Il a donc une maladie dont il ne se plaint pas beaucoup, en fait. Et quand on l'interroge, il dit « Ah oui, moi je sais ce que c'est parce que mon père a porté une CPAP toute sa vie. Et donc il n'est pas rare de trouver finalement, et ça c'est vraiment lié aux caractéristiques génétiques de l'individu. Et donc 100% des gens qui font trop d'apnée ont, je vais le dire simplement, une boîte osseuse qui contient la langue qui est un peu trop petite. Et donc la langue va plus être propulsée vers l'arrière et va donner des apnées. Ça, ils n'y peuvent rien. Et grosso modo, 10 à 15% de cette population, même très maigre, même très jeune, va faire des apnées en quantité excessive qu'il faudra soigner. Dans 80% des cas, c'est plutôt un facteur de vulnérabilité. Et en prenant du poids, on va mettre du tissu adipeux au niveau du cou, autour des faisceaux musculaires, de la langue et des muscles de l'hypopharynx. Et quand ces muscles vont se laisser aller, ce tissu adipeux va littéralement écraser la filière. Donc vous avez une relation qui est quasi linéaire entre la fréquence des apnées et le poids. Ces gens prennent du poids, ils font beaucoup plus d'apnées, ils perdent du poids, ils font moins d'apnées. Donc le contrôle du poids chez ces gens-là, c'est très important. Tout dans cette population qui est prédisposée, toutes les substances à action centrale sont évidemment à éviter. Donc l'alcool. L'alcool, voilà. Les sédatifs, surtout ceux qui ont une action centrale. Ouais, les somnifères.
Des benzodiazépines. Tout ce qui est sédatif, antalgique à action centrale aussi, évidemment, va avoir un effet négatif sur le sommeil. Tout ce qui rétrécit la filière, le tabagisme, ça crée un œdème laryngé qui va aggraver les choses. Le reflux gastro-œsophagien. Alors, ces facteurs-là, on considère comme des facteurs secondaires, ils sont moins importants que le poids, effectivement, mais on doit en tenir compte aussi dans la prise en charge de ces patients. Et comment on peut se rendre compte qu'on fait ces apnées? Comme je vous disais, tout le monde fait des apnées. Il y a 20 ans d'ici, c'est quelque chose qui est banalisé parce qu'on sait que ce n'est pas très fréquent. La miniaturisation, l'électronique fait qu'il y a des laboratoires de sommeil qui sont ouverts un peu partout. Et on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup d'apnées. Donc on a eu, et on a encore une tendance peut-être à surtraiter, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui traversent toute leur vie, et finalement, ils font des apnées depuis très longtemps. Ils n'ont pas Personne ne sait. Ah oui. 70 ans. Ils n'ont qu'une plainte de sommeil, ils n'ont pas de problème particulier. Donc là, on est encore en train... Les avancées actuelles se font surtout dans ce qu'on appelle le phénotypal. Savoir qui traiter et quand le traiter. Ok. Ceci dit, quelqu'un qui a une maladie au moins modérée, qui va faire entre 15 et 30 apnées par heure de sommeil, mais c'est quelqu'un qui va consulter parce qu'il est fatigué, parce qu'il est somnolent. Somnolent, c'est la première cause d'accident en Belgique avant l'alcool. Et donc, c'est des gens qui vont venir vous trouver en consultation parce qu'ils s'étonnent à leur âge. Alors, ça peut être 30 ans, ça peut être 40 ans, c'est pas forcément... C'est des gens qui sont actifs en règle générale, mais par rapport à leurs collègues, ils sont toujours fatigués, ils ont une fâcheuse tendance à avoir une somnolence quand ils sont en réunion dans des tâches répétitives, parce qu'ils ont quitté la route, parce que tous les symptômes du mal dormir, en fait, du manque de sommeil, donc ça peut être plus irritable alors qu'ils ont toujours été charmants, ça peut être tout d'un coup mélancolique ou dépressif, des troubles de mémoire, des troubles de la libido, il y a toute une série de cortèges de symptômes qui vont amener les gens à la consultation. Ce qui fait qu'on peut avoir des patients qui sont référés par l'urologue. Vous voyez, pour un trouble de la libido, et l'urologue, un petit peu sensibilisé, a demandé si les gens ronflaient, on les envoie à la consultation de sommeil. Ça, c'est les symptômes. Après, dans les maladies plus sévères, quand on fait plus de 30 apnées de sommeil, quand on manque beaucoup d'oxygène, quand on fragmente beaucoup son sommeil, mais c'est des gens qui vont développer des problèmes cardiovasculaires, comme je vous le disais, 10 fois plus que les autres. Et donc, c'est des gens qui vont venir vous trouver avec une hypertension. L'exemple que je vous ai cité, rencontré ce matin, donc c'est pas quelque chose de rare. Des gens qui font un infarctus à 45 ans sans facteur de risque bien évident, on les interroge malheureusement a posteriori en disant « Oui, c'est vrai, je suis fatigué, mais bon, j'ai jamais fait attention ». Et donc, c'est vraiment les axes d'entrée dans l'unité de sommeil sont différents en fonction des spécialités. Le ronfleur chez l'ORL, maintenant on va s'assurer, ils sont sensibilisés et ils vont d'abord demander un test de sommeil s'il y a le moindre doute avant d'aller faire des opérations qui serviront peut-être à rien en fait, vous voyez. Et donc on a comme ça toute une série de constellations de points d'appel qui doivent attirer l'attention et qui font que les gens spontanément ou pas se présentent à la consultation. Et pour les femmes, enfin les compagnes des ronfleurs, est-ce que ce serait peut-être pas une bonne idée de faire chambre à part? Non. Il y a quoi comme conseil pour le couple? Est-ce que surélever la tête pour ne pas avoir la tête trop... Je vais répondre à cette question, puis je réponds à l'autre. Donc, ronflement en tant que tel, c'est pas une maladie. 30 à 40% de la population ronfle. C'est une nuisance sonore éventuelle pour celui ou celle qui dort à côté de vous. Si le conjoint ou la conjointe ne présente absolument aucune plainte, il faut strictement rien. Ah oui, ça je veux. Mais on voit arriver en consultation des gens pour ce motif précis et pour lequel, après bilan, on ne trouve rien d'autre. On les appelle des ronfleurs simples. Alors ceux-là, si c'est gênant, on va leur proposer, on va d'abord corriger les facteurs de risque. Et donc, tabagisme, reflux gastro-œsophagien, surpoids, prise d'alcool, donc toutes ces choses dont on a parlé là il y a quelques minutes. Et si c'est problématique, on va plutôt leur proposer un traitement mécanique de type orthèse d'avancement mandibulaire. C'est comme un appareil dentaire. Le principe est simple en fait, ce sont des gouttières, comme les gens qui bruxent, qui grincent des dents, on leur fait porter des gouttières en plastique pour ne pas user les mailles et casser leurs dents. Et ici, vous avez un dispositif, c'est comme un dentier sur les dents, voilà, pour faire très simple, sauf que les deux orthèses sont reliées par des biellettes. Et le principe est que l'articulation temporomandibulaire est bien mobile et que la langue, qui est un gros steak, elle n'est pas juste la pointe ici, est accrochée, la base de la langue est accrochée ici. Et donc, si je avance la mâchoire, derrière, je fais de la place. Ah, et du coup, il ne faut pas avancer beaucoup pour faire de la place. C'est confortable et c'est des dispositifs qu'on trouve en pharmacie qui coûtent 70 € à peu près.
et pour lequel ces orthèses commerciales ne sont pas faites sur mesure. C'est un peu le principe des protège-dents quand vous faites du hockey ou de la boxe. Oui, ça ressemble. On met dans l'eau chaude, vous voyez, on mord très fort pour avoir un moule grossier des dents, on le monte sur l'orthèse, et voilà. Et c'est suffisant parce qu'il ne faut pas tirer beaucoup. Et les gens sont ravis, où ça pose problème dans le couple, les gens sont ravis, évidemment, et ça fonctionne bien. Ah, ça va. Pour traiter une apnée de sommeil, ça existe aussi. Alors on les fait sur mesure, c'est pas le même prix évidemment. On est de l'ordre de 500-600 €, mais c'est remboursé par la mutuelle chez les gens qui ont l'indication. Non, mais je rigole parce que en fait, j'ai écouté hier un podcast sur le sommeil d'un gars aux États-Unis. Et il disait que lui, avec sa compagne, il faisait pas chambre à part, mais il faisait lit séparé et drap séparé. D'accord. Ouais. Parce que comme ça, au moins, il s'est plus calme. Je pense pas. Il n'a pas donné de raison scientifique. Hein. Il a dit, moi, je fais ça avec ma femme. On voit des situations qui sont conflictuelles ou problématiques parce que la compagne ou le compagnon ont décidé de faire chambre à part alors qu'ils sont tout jeunes, hein, ils ont 30 ans, et ça passe pas. Des boules qui est. Puis on a des gens qui sont habitués à ça, par des boules qui est, par un coup de coude quand c'est trop gênant. Vous voyez, la position dans le lit, conceptuellement, plus vous êtes assis, plus vous allez ronfler évidemment. Mais c'est compliqué de faire garder une position spécifique à quelqu'un dans son lit. Le cas le plus typique, c'est les gens qui font des apnées positionnelles, les gens qui font des apnées que sur le dos. Alors conceptuellement, il suffit qu'ils ne dorment pas sur le dos, mais tous les dispositifs que vous trouvez, que ce soit commercial ou fabriqué, avec une balle de tennis cousue dans le dos, un coussin de femme enceinte, là vous voyez un coussin d'allaitement, ce sont des solutions qui ne marchent pas parce que les gens bougent et à un moment donné, on réussit à... Voilà. La balle de tennis est ici, le coussin d'allaitement il est par terre, on a essayé différents dispositifs, c'est pas très confortable et les gens ne les acceptent pas. Donc voilà, donc ça c'est beaucoup plus compliqué de faire adopter aux gens une position, quoi. On va rappeler les quelques petits gestes simples pour bien s'endormir. Donc par exemple, on parlait tantôt de ne pas aller sur les écrans avant Combien de temps avant de dormir? 2 heures. 2 heures. 2 heures. On préconise que il faut au moins stopper 2 heures tous les écrans. Donc c'est-à-dire le téléphone portable, l'ordinateur portable, qui sont bien plus toxiques que la télévision parce qu'il y a un effet d'exposition à la lumière, de dose exposition et de distance. Et ce qui est préconisé, c'est au moins minimum 2 heures avant. Vous conseillez de... Son importance chez les gens qui dorment mal. Les gens qui sont moins sensibles, voilà, ils le font. Je peux travailler jusqu'à minuit sur mon ordinateur, le fermer quand je suis fatigué, m'endormir 5 minutes après. J'ai pas de problème de sommeil. Voilà. Mais dès qu'il y a une fragilité, c'est la recommandation, c'est capital chez les enfants évidemment, et donc d'adopter des petites conventions familiales où tout le monde met son smartphone dans un panier à partir d'une certaine heure, d'une certaine heure, pour que les parents qui ont un rôle exemplatif montrent évidemment l'exemple à leurs enfants. Parce que moi j'ai des patients, des fois ils me disent mais moi je mets le night shift, donc j'enlève la lumière bleue, enfin une partie de la lumière bleue, parce que sinon l'écran il serait en... Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pour vous c'est le mieux? On revient au problème de y a-t-il un problème de sommeil ou y a-t-il pas de problème de sommeil? Vous voyez, donc on va plus banaliser chez les gens qui n'ont aucun problème de sommeil, sauf si leurs enfants ont des problèmes et qu'il faut être exemplatif, et on va par contre être très strict sur les consignes chez les gens qui ont des problèmes de sommeil. Parce que vous pouvez lire aussi un bouquin qui est particulièrement passionnant et que vous allez vouloir lire jusqu'à la fin, et donc du coup vous allez vous endormir à 2h du matin. Oui, donc il y a des rituels qui sont pas, il y a des gens qui ont besoin de lire quelques pages avant de s'endormir, et puis ils s'endorment sans problème, ça se passe très bien, pas de souci. Il faut que l'environnement de la chambre, on en parlait tout à l'heure, soit apte à bien dormir, et donc c'est-à-dire que la pièce ne doit pas être trop chauffée, doit être bien aérée, pas trop illuminée, éviter la télé dans la chambre, les réveils au plafond, que ce soit assez calme dans l'environnement voisin. Ça, ce sont évidemment des prérequis pour bien dormir. Ça paraît logique, trivial, mais quand on creuse un peu le sujet, on est parfois surpris de voir comment les gens dorment. Une source de nuisance importante de sommeil chez le Wallon, c'est son chat ou son chien qui dort dans le lit. Ah oui, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Ah si. Moi, c'est parce que je pourrais pas dormir avec un animal dans mon lit. Ah oui, c'est vrai que... Poser la question, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui dorment avec les animaux. Très fréquent. Et on vous dit, mais je me réveille, voilà. Toi, t'as un chat? Oui. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Le chat à 4h du matin a envie d'aller faire pipi, donc il vient commencer à lécher le propriétaire, à miauler, puis le propriétaire se lève, puis il a du mal à se rendormir. C'est une nuisance très fréquente. Très fréquente. Ah oui. Et c'est pas inhabituel qu'on dorme avec son chat, voire avec son chien. Ça, je peux vous assurer. Et je pensais aussi à l'heure du souper, est-ce que ça joue sur le sommeil?
Alors en principe, on dort mieux quand on a un estomac qui est vide quand on va coucher. Et donc c'est mieux, mais ça c'est pas que pour le sommeil, d'aller manger quelque chose qui est relativement léger le soir, pas trop tard. Faut manger comme les Allemands. Léger, mais après, si on a faim pendant la nuit, À 18 heures. ça m'est déjà arrivé d'avoir faim pendant la nuit. Ouais, donc il faut quand même manger en fonction de son besoin. Hein, donc ça, c'est, mais si vous mangez une choucroute à 21h avec 2 verres de vin, vous n'avez pas passé une bonne nuit. C'est ça qui est en fait, parce que la digestion, c'est pas propice non plus, et donc à partir de 3-4 heures du matin, vous allez vous réveiller, transpirer, changer de position pour être une portion, voire avoir du reflux, et ça va pas bien se passer. Alors, monsieur travaille, madame travaille, on rentre tard, on s'occupe des enfants, on prépare le repas, on soupe chaud, parce qu'on n'a pas soupé chaud à 20h, 20h30, voilà. Puis on range vite ce qu'il faut dans la maison, puis comme on doit se relever à 6h le lendemain, on va coucher à 21h30 ou à 22h, l'estomac plein et on dort mal. C'est un peu, moi. Mais c'est tout Non. le monde, hein. En fait, c'est une Non. histoire que tout le monde a. Et par rapport au vin, Si ça pose pas de problème, pas de souci. Mais c'est une cause quand même assez. Boire un verre d'alcool le soir déstructure la deuxième moitié de nuit au niveau du sommeil. Alors, il y a des gens qui ne sont pas très sensibles, il y a des gens qui viennent vous voir et vous avez beau chercher, c'est la première chose que vous trouvez, c'est les mauvaises habitudes de sommeil, de pré-sommeil. Vous les corrigez, les gens vont mieux. Quand on dit que ça déstructure la deuxième partie du sommeil, ça veut dire Ça fragmente, et donc vous vous réveillez plus régulièrement, le sommeil est plus léger, moins efficace en fait. moins c'est efficace. ça que je me réveille plus souvent. Et ils s'endorment quand même plus facilement, ça oui. Ils s'endorment plus facilement. Parce qu'il y en a certains qui ont besoin de boire du vin, de la bière ou autre boisson alcoolisée Oui. pour s'endormir. Oui, mauvaise stratégie. Ouais. Hein. Très mauvaise stratégie. Très mauvaise stratégie qui va même s'aggraver à un moment donné et pour lequel ça ne va faire qu'aggraver les choses. Parce qu'ils en ont besoin de plus en plus. Oui, donc il faut, voilà, c'est le vin dans certaines populations, c'est le joint dans d'autres populations. C'est pas des bonnes stratégies. Et le dernier café, à quelle heure? Alors le café, on n'a pas génétiquement, on n'a pas tous la même susceptibilité à la caféine ou aux stimulants. Et donc, on peut boire un café si on n'est pas très réceptif à 22h en sortant du restaurant et bien dormir. Et une partie de la population importante, quand même, va par contre y trouver un excitant idéal pour rester réveillé quand on travaille de nuit, quand on étudie ou autres occupations. Et donc là, ça va agir quand même pendant 3-4 heures. Donc, pas conseillé de boire du café après 16 heures si on est un petit peu fragile au niveau du sommeil. Et le sport aussi. Oui. Est-ce que, on a souvent un emploi du temps chargé et beaucoup de gens font le sport le soir. C'est bon pour tout le monde. On n'en fait pas assez d'une manière générale et on n'éduque pas les enfants à en faire assez. On a plein d'excuses pour ne pas en faire, les occupations professionnelles et tout ça. Mais globalement, c'est conseillé, ça vous le savez mieux que moi, d'avoir une activité sportive régulière au cours de la semaine. On en revient, il faut toujours se placer, et ça c'est capital quand on fait du sommeil, il faut toujours se placer normal, anormal, plainte, pas plainte. Si vous n'avez aucune plainte de sommeil, que vous faites un jogging à 20h, même intensif, que vous prenez votre douche en rentrant, que vous allez vous coucher, vous dormez, ça ne gêne personne. Mais il faut savoir que physiologiquement, pour bien s'endormir, la température du corps doit diminuer. La mélatonine contribue notamment, le pic de mélatonine contribue à faire diminuer la température d'au moins 1 degré, ce qui est propice à l'endormissement. Alors, si vous faites du sport, vous allez monter la température de votre corps, c'est comme si vous prenez une douche chaude, même si on a l'impression que c'est relaxant, c'est tout l'inverse qui se produit. La douche chaude, il faut la prendre le matin, et plutôt tempéré ou frais le soir. Oui, j'aurais pensé l'inverse. Et voilà, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et à ce moment-là, ces gens qui ont un sommeil fragile vont avoir des difficultés à s'endormir et vont venir consulter parce qu'ils deviennent insomniaques. C'est une mesure qu'il faut déplacer à un autre moment dans la journée si c'est possible. Et qu'est-ce que vous pensez de la valériane? Alors, c'est très à la mode, voilà, comme les mélatonines, fabriquées par de nombreux labos sur lesquels il n'y a pas de contrôle sur la production. Et donc, on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes produits. Vous avez toutes les gammes d'associations, les C10-Sleep, C10-Stress, phytothérapie. Les gens sont de plus en plus intéressés par cette approche de la médecine et de la prise en charge. Si vous prenez la littérature qui se penche au sujet, parce qu'on trouve une littérature scientifique qui s'intéresse au sujet,
premier point positif, c'est que si ça a été fait dans des conditions bien contrôlées, avec certification, contrôle de mise sur le marché, bon, ça n'a pas d'effet néfaste. C'est bien. Si vous regardez l'effet bénéfique, toutes ces interventions ont un effet qui est modeste à nul, pour lequel il n'est pas, oui, quand même, et pour lequel il n'est pas spécialement recommandé de l'instaurer. Alors on va plutôt vers ça, à l'hôpital, on va plutôt essayer de donner du C10-13, du C10-Sleep que des somnifères aux gens qui dorment mal, parce que il y a l'effet placebo, effectivement, donc vous avez 10% de la population qui va trouver qu'il est un peu mieux avec ça, mais ce n'est pas recommandé de l'utiliser à titre thérapeutique chez des professionnels via des professionnels de santé. On ne fait pas de mal en le prescrivant, bon voilà. Si ça marche parce qu'il y a un petit effet placebo, on est bien content, voilà, on a passé un cap et c'est très bien comme ça. La mélatonine qui est très à la mode, si vous prenez les recommandations de la prise en charge de l'insomnie qui date, la dernière mise à jour doit dater de 2023-2024, c'est très récent. On vous dit qu'il n'y a pas d'effet démontré sur la prise en charge de l'insomnie, et donc ça n'est pas recommandé, catégorie niveau de preuve A. Donc c'est quelque chose pour lequel, pourtant, on en prescrit larga manu, y compris des formes sous-dosées, y compris des formes à effet retardé, qui n'a montré un effet que chez les gens de plus de 55 ans, donc ça n'a pas d'intérêt de le mettre avant, ou alors si vous travaillez sur des shift work, ou si vous travaillez sur des décalages horaires. Oui, c'est ça que je veux dire. Pour les décalages horaires, là, ça marche un peu? On est dans la chronothérapie, et donc là, effectivement, mais on est vraiment dans le champ spécifique de la chronothérapie. Et donc, on va, les jet lag, ça c'est un bel exemple. On va jouer sur la lumière, on va jouer sur la mélatonine. Les gens qui travaillent à pause, la nuit notamment, mais on va essayer de les aider chez ceux qui ont plus de difficultés via la chronothérapie. Donc là, c'est vraiment tout à fait spécifique, mais dans les autres troupes, ça n'a pas d'indication. Et si on parle de la mélatonine, pour en venir à la mélatonine, l'effet positif, enfin l'effet physiologique de la mélatonine est lié au pic. Donc on est inondé de mélatonine très rapidement, entre 22 et 24 heures en fonction de son chronotype. Et c'est ça qui va jouer. Et donc si vous voulez essayer de reproduire plus ou moins ça, il faut quelque chose qui agisse tout de suite, il faut le faire en magistral parce que ça coûte pas cher, et il faut utiliser entre 3 et 6 mg, demander aux pharmaciens qu'ils fassent des gélules entre 3 et 6 mg qu'on va donner entre 22, donc il faut calculer de nouveau l'heure habituelle d'endormissement et le prendre à ce moment-là, associé à des consignes, parce que tout seul ça ne marchera pas. Et donc, mais là on est dans la chronothérapie, on n'est plus dans l'insomnie ou dans... Ok. Et que je repense à ça, les gens qui ont un travail de nuit, qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce que dans nos patients, on en a quand même quelques-uns, donc ça dépend. Comment faire? Là encore, il y a des individus qui ont une horloge biologique qui est beaucoup plus rigide que d'autres, et qui ne vont jamais se faire au travail de nuit. Et donc très tôt dans leur vie, de travailleurs de nuit, ils vont commencer à développer des troubles, pas que psychiques, donc ils vont commencer à avoir des problèmes digestifs, ils vont prendre du poids. C'est bien connu que les infirmières veilleuses qui ont fait ça toute leur nuit font plus de cancer du sein que les femmes qui travaillent en journée, du diabète, toute une série de pathologies pour lesquelles, à un moment donné, il faut décider si c'est leur place ou s'il faut changer. Il y a des gens qui vont traverser toute leur vie et qui ont cette plasticité où ils se sont adaptés à leur travail de nuit, ça pose pas de problème. Et puis il y a une population entre les deux, là, c'est un peu compliqué. Et cette population-là, ils ont souvent en fait des chiffres qui sont un non-sens. Vous prenez les chauffeurs de bus, ça je pense que c'est les pires shifts qu'on leur impose, où un jour on commence à 4 heures, le lendemain à 6 heures. Ah oui, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Ça change tout le temps. Ils sont incapables de s'adapter, il faut quelques jours. Le shift idéal, il doit prendre entre 5 et 7 jours de travail de nuit, 5 à 7 jours de repos, pour que vous puissiez vous réadapter à votre travail. Et à l'heure actuelle, la police, par exemple, là aussi, on voit des shifts qui sont absolument épouvantables. Ils sont sous-effectifs et on les réquisitionne n'importe quand. Et ça pose de gros problèmes de santé. Et donc là, c'est tout un travail qui est à faire en fait avec le malade, parce que ce sont des gens qui deviennent malades, mais aussi avec la médecine du travail et le médecin traitant ou le somnologue qui les prend en charge. Et donc là, c'est un travail de groupe qui est absolument capital pour que ces gens ne soient pas pénalisés non plus dans leur travail. Et c'est parfois difficile de faire admettre à un employeur qu'il faut changer de boulot. Changer de boulot ou donner une certaine stabilité dans les horaires de shift qu'ils imposent à leur personnel. Je pense qu'on va finir parce que j'ai un patient qui va m'attendre dans 10 minutes. Mais pour finir, j'aimerais vous poser la question des somnifères, moi. Oui.
parce que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, Oui. mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très mauvaise idée. On les a utilisés largement pendant des années. On les utilise encore trop souvent, même si dans les jeunes générations de médecins, il y a une sensibilisation par rapport à ça. Il y a un vrai effort pour ne plus les prescrire. En fait, grosso modo, quelle que soit la classe thérapeutique de somnifères que vous allez utiliser, il y a un problème majeur qui est l'accoutumance. Et donc ces gens deviennent accros à leurs molécules et la perte d'efficacité. Ça se produit sur quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Et on rentre dans un cercle vicieux où on augmente les doses, où on fait des cocktails en rajoutant une autre molécule. Et chacune de ces substances a un impact négatif sur le sommeil. Et donc, prendre une benzodiazépine, on va avoir une espèce de camisole chimique sur la tête qui nous donne l'impression de s'endormir à 22h et de se réveiller à 8h, mais on va rester aussi fatigué et on va revenir à la consultation pour ce problème, tout simplement parce que les benzodiazépines diminuent considérablement le sommeil profond, qui est le sommeil qui est capital pour être reposé le matin quand on se lève. Vous avez toute une série de molécules, y compris dans les antidépresseurs, qui vont altérer la qualité du sommeil paradoxal. Et donc finalement, on remplace un mal par un autre, sans améliorer le problème de fond, qui est la bonne qualité du sommeil, et on range les gens accros. Et on est obligé de rentrer dans des sevrages qui sont parfois compliqués. Plus la durée d'exposition a été importante, plus les associations sont importantes et plus les posologies sont importantes, les doses sont importantes et plus ça va être très très long pour désensibiliser ces gens tout en les remettant dans un bon sommeil parce qu'il faut répondre aux deux questions en fait. Et donc à l'heure actuelle, en situation générale, pour faire simple, il ne faut pas les diaboliser non plus parce qu'ils ont leur place dans certaines indications. Pour faire simple, quand on instaure un traitement somnifère, benzodiazépine, on va fixer avec le patient la date d'arrêt pour passer un cap, et puis on se tient à l'arrêt, sinon on est rentré dans un cercle peu vertueux et vicieux qui risque de devenir mauvais pour le patient. Les patients de plus de 70 ans qui sont sous somnifères depuis des années meurent plus que les autres parce qu'ils font plus de chutes, plus de fractures de la hanche, avec toutes les morbidités et mortalités que vous connaissez. Et donc ça, c'est bien documenté, c'est prouvé. On n'a pas sa tête, ça diminue, ça aggrave encore le déclin fonctionnel des gens qui sont fragiles au niveau neurologique. Et donc c'est quelque chose qu'il faut éviter en choisissant la bonne prise en charge thérapeutique de façon individuelle. C'est-à-dire poser le bon diagnostic de base directement. Les somnifères, c'est une solution de facilité. C'est pour désactiver ou désamorcer une crise, ça ne doit pas aller au-delà. Et puis on rentre dans certaines indications psychiatriques, certaines indications comme l'insomnie comorbide, ou pour lequel il faut de temps en temps composer avec et trouver un traitement qui permette de mieux contrôler en fait la plainte. Ok. Moi, juste pour terminer le podcast, oui, vas-y, désolé. S'il fallait dire quelques phrases, vraiment les conseils prévention pour avoir un sommeil de qualité en 1 minute, qu'est-ce que vous diriez aux patients? Pensez que son sommeil c'est très important, que c'est une étape vitale, c'est 30% du temps passé au lit qui sont absolument indispensables à nos fonctions vitales et pour rester en bonne santé. Et donc il faut préserver son sommeil. Il faut apprendre à connaître son sommeil, savoir bien déterminer les heures de sommeil dont on a besoin, les respecter, se mettre dans un environnement idéal pour dormir. Et si on développe une insatisfaction par rapport à son sommeil, consulter son médecin traitant pour en parler avec lui, parce qu'il y a des solutions dans la plupart des cas en fait. Ok. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.